Merci beaucoup Olivier Thomas pour cette introduction. En fait, j'ajoute simplement que depuis que j'ai fini mon doctorat, et j'ai vraiment pour mission de me concentrer et aussi de faire connaître l'importance de l'influence et des rapports entre l'Iran, la Perse ancienne, et surtout la période de Second Temple. Donc la Bible, la pensée yahouiste, la pensée juive, et qui n'est pas suffisamment, à mon avis, n'est pas suffisamment connue. Donc ce rapport entre la Perse ancienne et le judaïsme de Second Temple. Et donc dans ce cadre aussi que cette présentation aujourd'hui sera donnée. Donc 4Q550, en fait, j'ai commencé à travailler là-dessus. Je n'ai pas pensé devoir restaurer, parce que ça a été déjà publié. Mais en fait, quand j'ai commencé à étudier des fragments, mais ça a été publié par Émile, mais seulement des fragments, c'est pas une restauration, mais des fragment par fragment. Et j'ai constaté, parce que j'ai fait beaucoup de travail épigraphique pour le travail sur Éléphantine, donc sur les papyrus des ostracas d'Éléphantine, j'ai commencé à avoir des idées comment restaurer des éléments. Et donc quelques mois, un travail pas à pas, ça a fini par vraiment faire toute une restauration sur laquelle on va regarder aujourd'hui. Donc au début, il y a Starkey qui a mentionné uniquement dans une phrase en 56 le fait qu'on a trouvé les restes d'un texte pseudo-historique rappelant Esther ou Daniel. Donc c'était seulement une phrase qui a été où ces fragments ont été mentionnés. On a dû attendre. Starkey, il a affiné sa définition et il a enlevé, ce qui est très important, il a retiré les contextes bibliques. Ce sera important pour la suite. Il a préféré les descriptions plus précises, un conte à la cour perse, un prophète à la cour perse et enfin un juif à la cour perse. Donc c'est clair que la cour perse joue un rôle important ici, mais ces éléments, c'est un conte vraiment une légende, un prophète, c'est une légende prophétique. Et aussi, il y a une mention, la dernière colonne, parce que si on n'avait pas ça, on aurait pu penser que c'est vraiment une légende achéménide pure. Et je pense toujours que ça a été, au départ, une légende achéménide, une légende perse, iranienne pure, mais qui a été pris par la communauté, enfin les Juifs, je ne sais pas si c'est cette communauté de comprendre, mais qui a été judaïsé, si vous voulez. On a ajouté cette dernière colonne où on a travaillé un peu pour le faire juif, parce que le mot Yehudi apparaît dans la dernière colonne. Donc c'est très intéressant et très important ces remarques de Starkey pour vraiment nous donner le contexte. Mais en fait, ça a été l'attribution potentielle au livre d'Esther, bien sûr, qui a retenu le plus l'attention après cette remarque de Starkey. Milik, en 92, il a pratiquement ignoré le côté matériel des fragments et s'intéressait surtout à trouver un lien, à tout prix presque, un lien avec les livres d'Esther, au point où même, imaginez, il a vu un Aleph, Émile en parle tout le temps, c'était simple, il a vu un Aleph, il a décidé que cet Aleph, c'est Esther, c'est sûr, et donc... Et c'était vraiment très, très, très forcé. Mais cette publication est très longue. C'est un article de, je pense, 56 pages ou quelque chose comme ça, mais absolument brillant, mais qui force les choses, avec une analyse absolument brillante, mais il force la chose sur ces fragments qui n'ont vraiment rien à voir avec Esther, finalement. Pour lui, 4Q550, est une collection de 3 manuscrits différents qui sont pour lui un développement progressif de l'histoire d'Esther. C'est comme si la communauté de Qumran a décidé de faire un peu de critique textuelle et ils ont en fait
et conserver les phases différentes d'élaboration de l'histoire d'Esther. Et il essaye de montrer ça comme, de faire une étude d'Achikar et comme un peu l'évolution d'Achikar pour montrer que c'était la même chose pour Esther. En même temps que Milik en 92 a fait son travail, Robert Eisenman et Michael Weiss ont placé les fragments dans un ordre complètement différent de celui de Milik, mais ils n'ont pas expliqué leur logique. C'est clair aussi que pour eux, la matérialité des fragments n'a pas joué du tout un rôle, c'était simplement une théorie qu'ils avaient, une interprétation. Mais ils ont suggéré déjà que ça aurait même pu être un rival d'Esther. Ça, c'est une idée très intéressante. Même si ça n'a rien à voir directement avec Esther, ça aurait pu être un rival, enfin, rivaliser le livre d'Esther pour être inclus dans le canon de Qumran. Stegemann a suivi aussi cette idée de Milik. Il a décidé que c'est des Fassungen des Esther-Stoffes, donc encore quelque chose qui est la même texture d'Esther. Bayer, pareil, il a suivi plus ou moins Milik, mais il a décidé que c'est plutôt, enfin, il a suivi l'ordre des fragments de Milik, mais il n'était pas sûr si on parle là, on a affaire à 2 manuscrits différents, 4 manuscrits différents, 3 manuscrits différents, et il a laissé la question ouverte. Après ça, Shmaria Talmon a considéré Q550 dans son liste de preuves que le livre d'Esther a été connu à Qumran. Et on voyait vraiment toute une période où tout le monde se posait cette question, est-ce que c'est Esther? Si ce n'est pas Esther, ce n'est pas intéressant en fait. Et Wexler est allé jusqu'à voir Mardoché dans le manuscrit. Et là, pour lui, c'était 2 manuscrits différents. En fait, on a dû attendre Émile Pouesch et son travail, qui est absolument excellent sur ces fragments. Il a été vraiment le premier à analyser les fragments comme un seul ouvrage, comme un seul manuscrit. Et vraiment l'analyser de manière scientifique, pas essayer de voir Esther partout, ou Mardoché, ou imaginer Yaïr ou Aman. C'est vraiment, quand on lit les études qui ont été faites, c'était à ces points-là, d'imaginer de choses que Émile a vraiment analysées et à chaque fois montre que ça ne peut pas être ce qu'on pense, ça ne peut pas être Esther, ça ne peut pas être d'autres éléments qu'on connaît de ce livre biblique. Donc ce qu'on reçoit quand on va au musée d'Israël, quand on va chez les autorités archéologiques, on reçoit 2 planches. C'est ces 2-là qu'on voit ici, avec ces fragments. En fait, aujourd'hui c'est un peu différent, il y a un petit fragment qui a été ajouté, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a sur leur site. Et donc c'est avec ça qu'on doit travailler. Je dis déjà que jusqu'au décembre dernier, je pensais que le travail de restauration a été vraiment fini, mais en décembre, j'étais en Norvège et j'ai parlé avec des spécialistes, ceux qui cherchent le petit fragment et associés de fragments là-bas, avec Stephen Reed et d'autres, et ils m'ont dit que c'est possible qu'on a encore des fragments associés, donc j'essaie maintenant associer encore des petits fragments, donc ça peut encore changer un peu la restauration qu'on va voir ce soir. Mais c'est avec ça qu'on a à travailler au départ. Donc pour Milik, et ça c'est vrai, il définit ces petits rouleaux comme une édition de poche. Et en effet, ce qu'on va voir, c'est une légende qui a été, à mon avis, certainement plus longue, plus développée, mais on a fait une sorte de digest, de reader digest de cette légende parce qu'elle était très très populaire à l'époque.
Et on parle, là, ces rouleaux a été écrit sur le plan épigraphique, on peut dater, au 1er siècle avant Jésus-Christ. La taille et l'auteur, c'est à peu près 7 cm et la longueur à peu près 1,15 m de longueur. Donc c'est assez petit et comme rouleau, c'est vraiment un rouleau qui peut vraiment être un rouleau, une édition de poche. L'écriture est très incohérente, très bâclée, c'est pas soigné du tout, mais la main est toujours la même, comme Émile a déjà analysé, on l'a vu ensemble, lui et moi. Donc la main est toujours la même, mais il y a un changement qu'on va voir, un changement de calame très très clair vers le centre du rouleau. Le nombre de lignes est constant dans chaque feuille, mais peut varier d'une feuille à l'autre. Normalement, c'est 7 lignes, mais il y a une feuille où c'est 8 lignes, on va en parler un peu plus tard. Les parchemins étaient initialement assez serrés, enroulés de façon assez serrée, et il s'est déroulé ou lâché à un moment donné. Il y avait un événement, à mon avis, un tremblement de terre, un événement séismique qui a lâché, qui l'a ouvert, et on voit en fait des taches de cet événement-là sur le parchemin. Donc ça, c'est une vue, on peut pas voir grand-chose ici, mais c'est une vue panoramique du rouleau comme il est restauré maintenant. Donc on peut voir ici, je pense que vous pouvez voir le pointeur. Donc ça, vraiment, ici la deuxième colonne. Donc il y avait une colonne qu'on a perdue probablement avant. Mais ça, c'est la deuxième colonne déjà du rouleau, et ça, c'est certainement aussi la dernière colonne du rouleau. Et on va entrer maintenant dans le détail de cette restauration matérielle. Donc le premier fragment, assez bien conservé, mais difficile à lire, sauf si on a ici l'infrarouge. Mais c'est une colonne, et c'est vraiment la seule colonne où on a une ligne complète. Une ligne complète qu'on peut mesurer et être sûr sur la taille de cette colonne. Cette colonne, si on regarde un peu l'histoire dans le PAM, dans les planches, a été progressivement construite par des fragments, des petits fragments, mais on n'a pas tous les. On a perdu des fragments qu'on peut voir dans des planches plus anciennes. Mais ça, c'est le premier. Donc c'est la première colonne. On voit qu'il y a ici encore ici le threads, c'est couture avec du lin. Donc vraiment, on voit ici le côté très très bien assez bien conservé de la fin de cette feuille. En infrarouge, on voit l'écriture ici. Et ici, vers la fin de cette ligne ici, la 4e ligne, commence une paraphrase d'une inscription achéménide de Behistun, très très connue. Donc il y a une paraphrase. Déjà, ceux qui ont étudié ces fragments ont dit que ça rappelle Behistun, mais c'est vraiment une paraphrase de Behistun qui va, à mon avis, aussi à l'autre, qui continue dans la colonne d'après. Et ça, c'est très important. Donc déjà, au début de l'histoire, au début de cette légende, le contexte, c'est une paraphrase de cette inscription, l'inscription royale la plus célèbre, la plus connue de l'Empire perse, de l'Empire achéménide. Donc déjà, ça nous donne un contexte. Darius, le roi Darius, est mentionné dans ces fragments.
Mais le roi dans ce contexte est son fils Xerxès. Et on voit ici dans ce fragment la situation est qu'il y a Xerxès qui retrouve un rouleau. C'est comme la scène on retrouve un livre avec beaucoup d'autorité et ce livre qui nous relance vers quelque chose de nouveau et change l'histoire, change le trajet de la légende. Donc c'est ça le début de cette histoire. Ce qui est en rouge ici, c'est des fragments que j'ai pu placer, je vais m'expliquer un peu, mais que j'ai pu placer, qui sont déjà, c'est clair qu'ils peuvent être collés avec cette partie à gauche de ce fragment, qui sont la troisième colonne en fait, la deuxième feuille, la troisième colonne de ce rouleau. Donc ici, c'est la troisième colonne du rouleau. La deuxième feuille, c'est tout ça. La troisième colonne va jusqu'ici, à peu près. Et ça, la quatrième colonne ici. On peut calculer les distances parce qu'on a des dégâts sur le parchemin. Et donc, si on calcule, on a la méthode de Stegemann. Si certains d'entre vous connaissez cette méthode de comment calculer les distances d'un rouleau. La méthode de Stegemann a des problèmes, mais en principe, c'est ça que j'ai utilisé avec des modifications et pour calculer les distances entre le fragment. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait en fait toute la restauration sur le plan purement matériel. Au départ, je n'ai même pas regardé le texte du tout. J'ai fait tout un travail matériel, même microscopique, pour reconstruire le rouleau. Et vraiment, je n'ai pas du tout considéré le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a... Donc j'ai placé ces fragments ici sans regarder le texte, mais en fait, ça correspond très très bien à une version, même si on a très peu de texte ici, mais ça correspond assez bien à une version de Behistun, du texte de Behistun qu'on a trouvé à Éléphantine. Pas le texte de Behistun qu'on connaît de l'Iran, mais le texte araméen qu'on a trouvé à Éléphantine. Donc si c'est accepté cette proposition que j'ai fait ici de restauration, et donc on trouve ici quelque chose, une sorte de paraphrase qui est très proche à ce qu'on a trouvé aussi à Éléphantine. Donc le travail de restauration, c'est un travail vraiment presque de forensics, voilà, c'est presque policier comme travail. Beaucoup de travail microscopique, donc là je donne un exemple, mais ici dans ce côté ici de la feuille, il y a une gelatinization, il y a une substance noire qui a été formée au fil des années, et on trouve exactement la même substance aussi avec du lin dans ce fragment ici, si vous voyez. Donc dans un travail vraiment microscopique, ça c'est des images que j'ai prises avec un microscope, on peut voir que cette substance ici qui a été accumulée au fil des années s'est accumulée quand les fragments étaient encore, quand ces deux feuilles étaient encore ensemble. Et ça nous donne, c'est pas la seule raison, mais ça nous donne encore une raison pour les mettre ensemble ici. Il y a aussi des textures qu'il faut voir, des dégâts et des changements de calame qu'on va voir. Mais là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a une texture de peau. Et on voit quand cette texture dans plusieurs feuilles,
cette texture très très claire quand on le regarde à l'œil ou sous microscope, mais elle devient plus plate quand on va vers l'intérieur du rouleau. Donc il y a quelque chose qui aplatit le pot, enfin, cette texture, et j'ai pris beaucoup de temps pour penser qu'est-ce que ça peut être. Ce n'est pas le poids du rouleau, c'est autre chose. Et je me suis rendu compte après qu'avec des rouleaux, de petits rouleaux, la façon de les ouvrir et les refermer après l'utilisation, c'était de les prendre comme ça, dans la main, entre les deux doigts, et les ouvrir comme ça, les ouvrir et après refermer comme ça, ici. Donc avec le temps, l'utilisation, en fait, ce que ça fait, ça aplatit cette texture au fur et à mesure. Et j'ai fait beaucoup d'essais, tout mon bureau était plein de petites maquettes de ce rouleau, mais avec du temps, on voit que ça aplatit. Et donc ça nous aide énormément pour pouvoir placer les fragments au fur et à mesure de leur utilisation, et aussi ça nous donne une idée du niveau d'utilisation de ces rouleaux, parce que ça a été utilisé assez souvent. C'était, à mon avis, clairement quelque chose de très très populaire, cette légende, que les gens de Qumran aimaient écouter, peut-être autour du feu, je ne sais pas quoi, mais on peut imaginer. Mais c'était une légende assez populaire à l'époque, à mon avis. Pour les dégâts, ça c'est des dégâts plus récents, à mon avis. Et donc là, on a des signes de moisture, voilà. Et donc, et ça, on voit ça, on va encore revoir plus tard. Et puis un changement de calame, si vous pouvez voir ici, là, l'écriture est beaucoup plus fine. Donc il y a un changement de calame qu'on va encore voir dans le contexte. Quand on met donc cette position des fragments que j'ai fait, c'était fait uniquement sur le plan matériel. Encore une fois, je n'ai même pas regardé les textes ni le ligne du texte. Enfin, je n'ai même pas positionné les lignes au départ, mais ça a donné en fait une feuille ici de 8 lignes. Okay, donc déjà, il y a 8 lignes ici, et ça correspond très bien. On savait déjà qu'il y a un fragment 6 ici, qui a 8 lignes. Donc on pensait, pendant toutes ces décennies de travail là-dessus, on a dit il y a un fragment qui a 8 lignes, et tous les autres ont 7 lignes. Mais en fait, là, c'est une preuve que les deux colonnes de cette feuille avaient 8 lignes. Ça a un sens, mais à Qumran, ce n'est pas du tout évident. Hein. Il y a souvent des feuilles où une colonne peut avoir 7 lignes, l'autre colonne peut avoir 8 lignes ou autre chose. Donc là, c'est une preuve que les deux colonnes de cette feuille avaient 8 lignes. Entre la deuxième feuille et la troisième feuille, il y a un débordement d'écriture qu'on voit très bien. À l'œil, c'est très difficile à voir, mais à l'infrarouge, on peut voir ici qu'il y a la fin d'un bet, en fait, la partie basse d'un bet qui va de l'autre feuille, de la feuille qui précédait. Wexler, celui qui a vu Mordechai dans ces fragments, a considéré ces fragments comme les débuts du manuscrit, mais ça ne peut pas l'être, bien sûr, parce qu'il y a un débordement déjà de notre feuille, donc ça ne peut pas être les débuts. Aussi, donc là, la question, est-ce que, et la plupart des restaurateurs, avant, ont considéré que le fragment 6 allait était dans la même feuille du fragment 7, et cette idée est très attirante parce que il y a le même genre de dégâts sur le parchemin. Hein. On voit ici, on voit là, ici, et ici aussi. Mais en fait, c'est
c'est un mirage. Ça ne peut pas être de la même feuille, déjà parce que fragment 6 a 8 lignes et fragment 7 a 7 lignes. Bon, ça, ce n'est pas un argument nécessaire. Comme j'ai dit, à comprendre, ça peut changer. Mais aussi parce que, d'après la restauration et toute la logique que j'ai suivie avant, le fragment 2 doit être le fragment qu'on commence, ce fragment avec le débordement de l'écriture, doit être le fragment qui commence la troisième feuille. Donc quand on fait cette restauration, on doit suivre une logique c'est vraiment un puzzle dont on ne connaît pas le nombre de pièces, et tout doit faire une partie cohérente de la totalité. Donc là, si on regarde la feuille 3, une vue panoramique, c'est la troisième feuille, le fragment 2, qui est là, l'écriture est très très fine, ici. Donc c'est après les changements de calame, sur lequel j'ai parlé avant. Il y a un changement de calame. Est-ce que je peux voir ça avant? Bon. Voilà. Bon. Il y a un changement de calame juste avant le fragment 2. Il y a une écriture très très fine dans la première ligne de ces fragments et qui devient plus épaisse vers les 2 dernières lignes de ces fragments. Donc on voit que l'utilisation de cette calame, l'écriture devient plus et plus épaisse. Ça c'est très important parce que ça m'a laissé aussi placer ces fragments quelque part ici. Je ne peux pas les placer avec précision, mais on voit ici une écriture très très fine qui devient plus épaisse ici. Cette écriture, ici, la finesse du calame correspond exactement à la finesse du calame ici. Donc on voit vraiment que ces deux fragments ont les mêmes caractéristiques. Ici, à la fin de cette feuille, j'ai aussi en agrandissant la photo de très très bonne qualité que j'ai reçue du musée d'Israël, on peut voir un trou d'aiguille ici, qui montre que c'était vraiment la fin, la partie extrême de cette feuille-là, qui a été cousue avec la feuille qui va après. Donc ça m'a donné aussi la possibilité de placer ces fragments à la fin d'une feuille. Okay. Je dis ça parce que quand on reçoit au départ le matériel avec lequel on doit travailler, c'est pas du tout évident où placer ces fragments-là. On doit chercher partout des indices. Et là, j'étais très très heureux de trouver ce trou d'aiguille à la fin à l'extrême gauche de ce fragment pour pouvoir le connecter avec la feuille qui suit. Donc là, c'était possible pour moi de mettre aussi fragment 9 ici et les mettre dans la même colonne avec fragment 2 et aussi mettre ces fragments-là avec ce trou d'aiguille après le fragment 7. Bon. Fragment 7, c'est peut-être le mieux conservé de tout le rouleau. Et il a un élément sur lequel je parlais, ce trou ici de verre, qui est un élément qui était extrêmement important dans le travail de restauration. Mais il était possible pour moi aussi de mettre 2 autres fragments qui n'ont pas été associés avant, un qui n'était pas du tout associé avec ce rouleau avant, ici, et un autre ici qui a été associé, mais on ne savait pas exactement où le mettre. Et donc ça m'a donné aussi la possibilité maintenant de lire ici les Olam Sar Alehi, donc c'est qui correspond très bien au contexte,
Ça veut dire pour toujours un gouverneur ou celui qui gouverne sur lui. Donc on peut lire ça dans le contexte, donc ça nous donne une possibilité de comprendre un peu plus le texte. Et ici, plus bas, affaire, donc les ma'abad, ici. Donc on peut restaurer encore plus de textes maintenant avec ces deux fragments, et j'espère que maintenant, avec le travail avec Stephen Reed et d'autres personnes que j'ai rencontrées en Norvège, on va pouvoir encore trouver d'autres fragments associés avec ce rouleau. Les trous de verre, ça c'était pour moi vraiment un élément qui m'a donné le premier pas de déchiffrement de ce rouleau. Ce qui est intéressant, c'est que ce trou vont il y a une ligne très très claire au départ, mais qui fait comme si elle descend de façon très très raide après dans l'autre feuille, à feuille 4. Mais déjà, ça m'a donné la possibilité de faire cette connexion que personne n'a fait avant, en fait, ce qui est assez étonnant. Mais déjà, cette ligne de façon très très claire fait la connexion entre la feuille 4 et la feuille 3 et 4. On voit cette ligne absolument claire. Mais le fait que l'angle descend après, ça a posé des problèmes. Et encore, j'ai fait encore des maquettes. Il faut travailler pour moi au moins toujours avec des maquettes de rouleau. Et donc j'essaie de comprendre comment ça se fait. En fait, si j'ai déjà sauté ici, mais on a aussi des exemples où il y a un format qui monte et descend. Ça dépend. Ici, on voit que le rouleau a été roulé de façon où le centre est tiré par le haut. Et ça peut vraiment, quand le verre est en train de manger son repas dans le rouleau, il va tout droit, mais comme le rouleau est tiré par le haut, ça fait un format qui correspond très très bien avec ça. Et en fait, je peux, si je roule, je prends une page et je fais un trou, je peux vraiment refaire ça, reproduire ça. Donc voilà, on était là. Donc là aussi, il y a une signature ici de la façon dont ce verre a mangé donc et qui continue, qui commence, enfin ça a dû commencer ici quelque part, mais là on voit cette signature ici, ça continue, et ça continue ici aussi dans un autre fragment ici. Donc déjà voir cette signature du dégât, c'est vraiment, comme je disais, presque un travail policier. Il faut regarder chaque détail et trouver chaque indice, chaque élément qui peut nous donner cette image complète du rouleau. La quatrième feuille. Donc la quatrième feuille a été, donc là, ça c'est comment ça a été, la photo a été prise, ça c'est la manière dont ça a été présenté aussi, ça a été publié avant. Donc il y a un fragment ici qu'on voit dans des planches très très anciennes, qu'on a pris dans les années 50. On voit que c'est deux fragments complètement à part, complètement dissociés, mais ça a été, on a associé dans les publications avant moi comme ça. Et donc mon analyse en fait montre que ces fragments qui étaient là devraient être là, en fait mis ici, et sous le plan, enfin si on étudie ça dans même pas microscopique, mais avec un élargissement de l'image, on voit que le matériel correspond très très bien entre ces deux fragments ici.
Donc maintenant, et j'ai pu aussi mettre ces fragments-là, et ici, on voit aussi là cette même signature de trou de verre qu'on a vu avant, qui montre très bien que c'était le même processus ce qui est aussi peut-être parce que j'ai commencé un autre projet dans notre département de biologie à Haïfa, où on fait une étude de la manière, je vais dire ça en deux mots, mais on fait une étude biologique maintenant de la manière dont le ver, larva, mange du rouleau. Donc on étudie en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un être vivant qui prend des décisions. Alors, c'est pas grand-chose, c'est un ver, mais il cherche l'humidité, il cherche à manger quelque chose avec de l'humidité, et donc il prend des décisions où aller, et il peut aller dans un diamètre assez restreint. Donc déjà, on a déjà fait des études sur la manière dont le ver mange des feuilles de strawberry tree. Hein, mais pour les rouleaux, pour du parchemin ou même des papyrus, on n'a jamais fait. Et donc maintenant, on est déjà allé à Qumran, on a parlé avec eux, on veut installer, on sera le premier en 2000 ans à installer dans la grotte 4, à installer du parchemin dans la grotte 4 pour faire des expériments avec biologique maintenant pour étudier cette manière d'étudier de manger on va nourrir quelques vers maintenant à Qumran avec ça. Donc ça nous a donné la possibilité aussi de restaurer une partie d'une ligne ici. 5 minutes 15 minutes, ok. Oui, très bien, merci. Donc là, on a pu restaurer encore quelques lignes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que, merci de m'avoir dit, je vais aller au texte même, donc à la légende. Bon, ça c'est une sorte d'une vue synoptique de cette légende. La nouvelle restauration montre que le rouleau contient un conte ou une légende classique de Théodicée, le jugement divin, qui était très populaire à l'époque. Donc Achikar, Daniel, Esther, la novella de Joseph, parmi tant d'autres. Donc c'est vraiment un genre qui était extrêmement populaire. Les caractères principaux de cette histoire sont le roi, Xerxès bien sûr, le père, il y a ce caractère d'un père très très pieux, très loyal au roi, son fils qui est l'héros, qui est un prophète, qui s'appelle Bagsaro, et l'antagoniste Bagoshi, qui est celui qui fait tout un complot avec 6 co-conspirateurs contre le roi et contre Patriza et Bagsaro. Tous les noms sont des noms iraniens, des noms perses. Et comme j'ai dit au départ, si on n'avait pas le mot juif à la fin, à la dernière feuille, ça aurait pu être simplement une légende achéménide. Il faut encore s'interroger pourquoi. À Qumran, ils ont conservé cette légende achéménide. Bon, il y a le mot juif à la fin, mais c'est vraiment une légende achéménide. Qu'est-ce que ça fait à Qumran? Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Il y a 4 scènes dans cette histoire. Il y a l'éloge de Patriza, qui est probablement, je pense que certainement, le scribe royal, et donc il y a son éloge par le roi. Ensuite, il y a cette scène classique de la découverte de livres anciens. Le mot Megillah apparaît ici. Cette Megillah, le rouleau qui appartient à Darius, est scellé de 7 sceaux, ce qui est intéressant déjà. Donc il y a cet usage symbolique d'un rouleau à 7 sceaux. Et je donnais une conférence là-dessus en fait, c'est la première fois qu'on voit cette image symbolique. Bien sûr, pour l'Apocalypse, c'est intéressant, mais c'est vraiment la première fois qu'on voit cette image, la première fois connue qu'on voit cette image utilisée dans une légende, ce n'est pas du tout apocalyptique, mais dans une légende prophétique. Et ce rouleau contient, comme j'ai dit, une paraphrase d'un paragraphe de la colonne 4 de Beistoun,
vraiment qui correspond à cette version, comme j'ai dit, à la version de Beistun à Éléphantine. Cette paragraphe, en fait, de Beistun et d'Éléphantine, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'adresse au roi qui vient après Darius. Donc, toi, roi qui viens après moi, méfie-toi des menteurs, de l'homme de violence, etc. Donc c'est un passage très très connu de Beistun. Et en fait, après cette paraphrase, il y a une légende qui correspond à cette paraphrase. Parce qu'il y a l'homme menteur qui arrive, justement l'homme duquel la paraphrase de Beistun veut qu'on se méfie. Et donc il y a cet homme cet homme menteur qui a un complot contre le roi, etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a un texte de Beistun, un texte connu, un texte très autoritatif, et on a une légende qui explique ce texte. Donc c'est en fait un midrash. C'est un midrash Agada sur une inscription royale iranienne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, on ne connaissait pas du tout que ça existe, mais c'est un midrash Agada achéménide, c'est pas juif, à départ, à mon avis, mais c'est vraiment un midrash Agada. Donc le genre d'un midrash Agada, et c'est la première exemple de ce genre. Voilà, donc ça, cette paraphrase de Beistun est suivie par deux visions qui sont très très bien, c'est d'une beauté, déjà sur le plan littéraire, c'est très très bien écrit, et deux visions qui suivent. La deuxième vision est absolument, même justement sur le plan littéraire, il y a un des conspirateurs qui entre et dit quelque chose contre le roi ou sur sa situation, le deuxième qui entre et dit quelque chose, le troisième qui entre, il y a quelque chose de très énergétique dans ces visions. Et après, il y a l'héros Bagsaro qui va voir le roi et lui raconter ces deux visions. Déjà, juste très rapidement, c'est ce thème de deux visions qui s'enchaînent. Et une vision confirme la deuxième vision confirme la première vision. On a ça chez Hérodote, bien sûr, on a ça avec Joseph dans la Bible, mais c'est clair que c'était un thème à l'époque achéménide, à l'époque perse, un thème important, un thème qu'on répétait pour montrer qu'il y a quelque chose de vrai, quelque chose d'inspiré presque dans les visions qu'on raconte. Xerxès confronte le comploteur, cet antagoniste Bagsaro avec les deux visions. Il y a une phrase absolument magnifique: la terreur de la maison du scribe s'abat sur lui. Donc, il y a vraiment une phrase qui a été complètement conservée. La terreur de la maison du scribe s'abat sur cet antagoniste, sur le Bagoshi. À ce point, il y a tout change. Ça, c'est le centre d'ailleurs du rouleau, et tout change, et il y a toute une doxologie du Très-Haut, du Dieu qui est partout, qui contrôle tout. C'est pas vraiment un texte religieux, mais là il y a cette doxologie qui apparaît du Très-Haut. Et après encore une éloge de Bagsaro, l'héros, le prophète. Et là on dit qu'il a vu deux visions. Et c'est grâce à ces deux visions que le complot a été averti, etc. Il y a une punition prononcée, un édict prononcé contre Bagoshi. Et la quatrième scène, la dernière colonne où le mot Yehudi apparaît, il y a aussi au père Patriza, il y a quelque chose de très, très touchant. Il lui dit à son père: quand tu mourras, je vais t'ensevelir devant lui. Est-ce que c'est le roi ou Dieu? On ne sait pas. Mais c'est quelque chose, une prière très très belle, d'après ce que reste de cette prière, mais une belle prière très touchante à la fin de ce rouleau. Conclusion.
Donc déjà les préjugés dictés par un excès de lecture biblique et cet espoir presque, on a faussé, comme j'ai dit, la lecture de ces fragments pour trouver quelque chose à tout prix qui est biblique, en fait ça a mal orienté le travail pendant des décennies. Pendant des décennies, on a uniquement cherché quelque chose de biblique et on n'a pas cherché autre chose. Et déjà, sur le plan méthodologique, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, éviter. Et aussi en adoptant une approche purement matérielle. Au départ, donc, j'ai regardé, comme j'ai dit, j'ai regardé uniquement l'aspect matériel de la construction et laissant ensuite guidé par le texte. C'est la manière, à mon avis, la plus scientifique d'approcher un texte, tout rouleau qu'on veut construire. D'abord, il faut que l'évidence matérielle dicte tout progrès. Donc en fait, ce qu'on a trouvé, c'est un genre qu'on ne savait pas qu'il existait. C'est un Midrash Agada, Achéménide à Qumran. Encore la question est ouverte toujours, qu'est-ce que ça fait à Qumran? Mais ça existe déjà là-bas et c'est très très bien, très développé. Donc des leçons. Vérifions-nous toujours, méfions-nous de nos propositions présupposés. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais ce même présupposé aussi. Donc j'ai trouvé que je fais des erreurs d'interprétation aussi, mais j'ai pris quelques pas de recul et vraiment j'ai laissé l'évidence matérielle dicter le résultat. Il est essentiel, comme j'ai répété déjà plusieurs fois, de commencer par cette reconstruction matérielle pure, et vraiment comme une science technologie judiciaire, forensic science, avant de regarder même le texte, même les nombres de lignes, etc. Simplement le matériel. Et pour finir, je suggère de renommer ça comme 4Q, de renommer ce rouleau 4Q Midrash Beistoun, parce qu'en fait, c'est ce que c'est. Merci de votre attention.